Fier partenaire de Passion Auto Rétro, V8 Passion, le seul magazine québécois sur les autos américaines, classiques et modifiées. Leclerc Assurance et le programme Silverwell. Votre voiture mérite ce qu'il y a de mieux. Bonne émission! Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Cette semaine, on vous présente une marque américaine fondée en 1902 par Henry Martin Lellen. Cette marque était revendue à GM en 1909. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Cadillac 1966 et je vous la fais découvrir avec M. Rodrigue Amillo. En 1965, Cadillac reçoit une toute nouvelle carrosserie qui sera reconduite en 1966. Le châssis est aussi nouveau, la suspension est revue pour un roulement plus doux. Le tout se traduisant par une baisse de poids de plus de 300 livres. Le moteur de 390 pouces cubes qui équipait la version précédente est remplacé par un V8 de 429 pouces cubes de 340 chevaux accouplé à une transmission automatique à 3 rapports. Monsieur Amillo, vous êtes propriétaire d'une Cadillac 66. Oui. Non restaurée, non. D'origine, telle que sortie de l'usine. Exact. Votre passion pour les voitures et la voiture antique, plus jeune, ça commence comment, votre premier contact? Premier contact avec les voitures, c'est plus à l'époque quand on est jeune. Jeune, on jouait dans un petit carré de sable en arrière de la maison. On jouait avec les Tonka à l'époque qu'on disait tout le temps. Puis j'ai reçu un transporteur de véhicule, là, un camion-van avec des petites voitures sur le dessus. Les vannes qui transportent les voitures neuves. Exactement, Okay. un transporteur. Puis je jouais tout le temps dans mon carré de sable avec ces voitures-là. Disons que la piqûre s'est faite là, probablement sans le vouloir. Imprégné par ça. Là. Imprégné par les jouets, les autos. Les voitures, tout ce qui est un moteur, dans le fond. Oui, exactement. Puis, au moment donné, choix rendu au secondaire, choix métier, à ce moment-là, j'avais le choix entre soit mécanique automobile ou menuiserie. Donc, j'ai choisi le côté mécanique. Côté mécanique, ça m'a apporté beaucoup de passion, de maladies, puis de toutes sortes d'affaires qui rapportent à l'automobile. C'est donc une manière, à quelque part, de se retrouver dans une passion tout en travaillant, gagnant sa vie. Ah oui. Ça, c'est dans les veines, ça sort pas, ça. Non, c'est dans le sang. Ça reste là, effectivement. Ah oui, ça reste là. Ça va pas, ça. C'est maladie, ça. Fait qu'une manière pour vous de continuer votre contact avec l'automobile, ça s'est passé un peu au travers de la voiture antique, la voiture neuve? Non, bien, on rêvait à un moment donné, parce que j'ai possédé un Pontiac Tempest 1970. OK. Puis à l'époque, à un moment donné, c'est les choix, mariage. Après ça, on a eu les enfants. Puis, côté économique, là, fait qu'on a dérivé vers la voiture neuve, plus économique, qu'on appelle la Pontiac acadienne. Okay. On est dans le contraste complet. 1984, oui, ma première voiture neuve. Si vous aviez pu garder votre Tempest, l'auriez-vous gardé? Oui. Ça aurait été une bonne chose. Oui, exactement. Parce que c'est le même modèle qu'un GTO. Hein? Oui. OK? Puis ça m'a fait vraiment de la peine de m'en débarrasser. Bon, votre période de paternité fait un bout, les enfants grandissent, tout ça. Moi, j'ai une fille. Une fille? Oui. Bon, une fois qu'on est rendu cette étape-là passée, l'idée d'avoir une voiture antique, est-ce qu'elle est encore vivante? Elle a tout le temps été vivante. C'est question aussi, à un moment donné, comme on dit, c'est les choix personnels qu'il faut faire. L'acquisition d'une maison. Là, ben, ma conjointe travaille 2 voitures. Fait que c'est ça, là, qui, à un moment donné, on met les priorités aux bonnes places. Okay? Effectivement. Puis à ce moment-là, mais ça reste tout le temps en arrière. Là. Il y a tout un petit quelque chose là, qui vire en arrière. Un jour, je vais en avoir une autre. Là, pendant cette époque-là, vous regardez quand même les voitures antiques dans les galas d'élégance. Tout ça, vous allez voir ces shows-là. Exactement.
Même pas avec l'intention d'acheter à court terme, mais un peu de rêver. C'est un peu ça? Exactement. Exactement. Je regardais les voitures à vendre dans les rassemblements comme aux Chutes, Gala d'élégance, à Granby de temps en temps quand on y allait. On allait comme visiteur et non pas comme exposant. Il y avait beaucoup de choix, mais à l'époque, je n'étais pas prêt. Cette voiture d'époque vous est présentée par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car en ligne sur groupenetwork.com. Le 24 janvier 1966, un Boeing 707 de la compagnie Air India s'écrase sur le Mont Blanc. L'avion effectuait le trajet Bombay-New York et comptait à son bord 117 passagers, dont le père de la bombe nucléaire indienne Homi Bhabha. Il n'y eut aucun survivant. Le 10 août, c'est le lancement de Lunar Orbiter 1, le premier satellite américain en orbite autour de la Lune. Il effectuera une cartographie du sol lunaire pour permettre au programme Apollo de déterminer un lieu d'atterrissage pour les futures sondes. Le 8 septembre, la plus célèbre série télévisée de science-fiction est diffusée pour la première fois sur la chaîne américaine NBC. Star Trek comptera 79 épisodes entre 1966 et 1969. L'histoire se continuera à travers une multitude de séries et de films, longue vie et prospérité. Les gens pensent qu'au Québec, c'est seulement qu'à Valcourt qu'on fabriquait des motoneiges, mais il y avait aussi une autre usine qui était située dans l'est de la province. Oui, on parle de la Pocatière. Donc, les gens devinent déjà que je parle de motoski, naturellement. Motoski, c'est fait en 3 volets. Il y a eu la première période de M. Eugène Bouchard, donc l'inventeur de la compagnie Motoski. M. Bouchard, c'était un pharmacien. Donc, cherchait un moyen de transport pour l'hiver, naturellement, pour desservir ses clients, les docteurs, et ainsi de suite. Donc, en 1963, il inventera un prototype du nom de Cupidon. Mais ce nom-là, c'était pas punchant ben. Tu sais, à l'époque, Cupidon... C'est un peu rose comme nom. Ça faisait un peu Saint-Valentin. Hein? Oui. Alors, avec l'école à la Pocatière, on décide de faire un concours populaire pour trouver un nom à la motoneige. Donc, le nom qui était sorti, c'était ski motorisé. On a regardé le nom, puis on l'a comme inversé. On a dit, on va appeler ça plutôt moto-ski. C'est plus vendeur un peu. Un peu. Donc, le nom est resté. Et plus tard, on a ajouté le fleur de lys. Les gens vont se rappeler également. Alors, dès 1964, on va fabriquer 211 unités avec un modèle très, très ordinaire, là, avec une cabine soudée, pas de frein après ça, un petit 8 forces, un petit moteur JLO. Ça allait bien, mais quand même. On avait une usine déjà avec 38 employés à l'époque. À la Pocatière. Oui. Puis on vendait des franchises même à des garagistes, puis même aux États-Unis déjà à l'époque. Et ça fait quand même bien. Oui, puis une anecdote à cette époque, il damait le pion Bombardier, surtout dans les courses de skidoo, à travers un peu partout. Je dis skidoo, là, mais les courses de motoneige, parce que skidoo, c'est la marque, on le sait bien. Alors, il faut faire attention. Deuxième période, l'époque de 69 à 71, la compagnie est achetée par M. Giffen pas de Montmagny, mais de Miami. Ça fait drôle de voir un gars de Miami qui achète une compagnie de motoneige au Québec. La compagnie est devenue américaine. Et voilà. Puis ce même monsieur-là avait acheté Boaski puis Snow Prince, puis ils ont fermé en 70. En tout cas, pour avoir vraiment la vision de la neige quand tu restes à Miami, il faut le faire pareil. Exactement. Ben oui, c'est ça. Mais là, on a le vent dans les voiles, la croissance est là. On a 3 modèles qui sont bons vendeurs, le Cadet, le Capri et le Zéphyr, si bien qu'on arrive à la 3e période, donc la période de 74 à 85. Là, c'est Bombardier Industrie qui achète Motoski. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. La motoneige Motoski, c'est presque une copie conforme d'un Bombardier, là. Donc, c'était vraiment une bonne idée de faire l'acquisition de la compagnie. Voilà. Et alors, ils les ont achetés, on a innové, on a inventé une cabine en polycarbonate. Par contre, elle avait un gros défaut. Au froid, l'hiver, elle cassait facilement. Donc, ça, on a abandonné ça. Puis, au fil du temps, Motoski développera une machine avec une image à celle de Bombardier dans la même lignée. Mais là, Bombardier étant propriétaire, alors, c'est l'arrêt de mort pour Motoski. La clientèle est très fidèle à Bombardier, préférera les jaunes au lieu des oranges. Donc, si bien qu'en 85, la compagnie disparaîtra officiellement, Motoski. Alors, on n'aura plus des petites machines oranges sur le marché. Effectivement. La semaine prochaine, Mario, on parle d'une autre compagnie très connue. On va parler de Snowjet. Merci, Mario.
Monsieur Amyot, la première voiture antique que vous avez achetée, c'est quelle ça? Que j'ai possédé, Oui. OK, c'est un Impérial. Chrysler, ils disent un Chrysler Impérial Crown, mais c'est un Impérial Crown. À l'époque, c'était une division de Chrysler. 1962. 62. Ah. Trouvé dans quelles circonstances? Bien, c'est mon beau-père qui la possédait. Il l'a eu quelques années, puis moi, j'y en avais parlé. J'ai dit, vu que 62, c'est la même année que ma naissance, mais que vous allez la vendre, pensez à moi. Puis il a pensé à vous. Puis, comme par hasard, il a pensé à moi. C'est mon beau-père. Fait que je pense qu'il est fier que j'entretienne le véhicule encore. Il est splendide, je l'ai vu sur photo, c'est un véhicule, il est blanc, il est de toute Oui, beauté. oui. Il est original. Là. Sa mécanique, c'est match number, comme ils disent. Oui. Là. Mais la voiture avait déjà été accidentée du côté droit et refait. OK. Mais c'est la peinture originale. La couleur originale, pas la peinture originale. Ensuite, votre beau-père a fait l'acquisition d'une voiture, lui aussi, à son tour, que vous êtes très près aussi, de la Ford 50. Ford 50, que j'essaye d'entretenir du mieux que je peux. Puis je pense que ma conjointe, elle sait que je les entretiens beaucoup, parce que je suis souvent là-dessus, là, à frotter les véhicules, puis à les mettre beaux. Je suis content de ça. Ça fait une belle collection, sincèrement. Oui, pas Oui. grosse, mais on entretient. Oui, absolument. Comment arrive cette superbe Cadillac dans l'entourage? Hasard, réellement un hasard, parce que je ne regarde pas réellement un type de véhicule comme ça, étant donné que l'Impérial est un petit peu plus gros que ça. Ça prend de l'espace. Oui. Je cherchais plutôt un petit MG convertible, Spitfire, Triumph. Faut être dans le contraste un peu. Oui, dans le contraste, puis profiter du beau temps, là, convertible, petite balade, pas trop cher d'essence. Fun à conduire aussi. Fun à conduire Oui. aussi. C'est mon beau-père qui a entendu parler qu'il y a une dame qui était décédée, puis que la voiture était dans un garage dans le coin de Charlesbourg, Beauport. Puis la voiture serait à vendre. OK. Lui a été la voir. Il a pris contact avec la personne. Il a été la voir. Puis il me dit, le soir même, il dit, va la voir. Va la voir. Il est neuf, le char. Il est neuf. C'est son millage original. Fait qu'il était dans le garage, le véhicule, il bougeait pas. Pratiquement pas. Parce que le propriétaire, le monsieur, est décédé dans les années 93-94. OK. La madame, ben moi, j'ai pris possession en 2013-2014. Et ils ont fait 500 000 en 20 ans. OK, elle a vraiment pas Ça n'a bougé. pas là. marché beaucoup, là. Puis, il y a eu une petite histoire aussi que... Il y a eu un feu, je pense, à la maison. Puis la batterie était tant déconnectée, ça a l'air qu'il aurait poussé le véhicule dehors pour se sauver. Puis j'ai un In extremis, hein, il a failli passer au feu, le véhicule. Il aurait passé au feu. Puis là, il y avait même un témoin de ça. Selon- C'est un livre Un livre de Manuel Shop qu'on dit, là, du Cadillac. du Cadillac, qui a des traces de brûlure dessus. Donc, il a passé vraiment près, là. Après, La voiture d'origine, c'est une voiture américaine, ça. voiture américaine. OK. Elle était achetée En quel Floride. État? En Floride. 1966, en Floride, un comptable qui était propriétaire jusqu'en 86 ou 88, je crois. OK. À partir de là, la voiture a été importée au Canada? Importé au Canada par justement le propriétaire principal. Puis le propriétaire de 88 allé jusqu'en 93 lors de son décès. Donc, lui, il l'a gardé pour toute sa vie. Pratiquement, sans trop rouler avec. Là, parce Il en prenait soin. Oui, parce que quand il a pris possession, je crois, selon l'historique que j'ai eu, aurait environ 16 000 milles en 88 environ. OK, donc il n'a presque pas roulé non plus. Non. Puis moi, quand je l'ai acheté, il y avait 23 900 milles. Puis la personne, la dame du monsieur qui était décédé, elle l'a gardé par nostalgie, j'imagine? Oui. Jusqu'à son décès. Jusqu'à son décès. Les versions disponibles sont composées de la toute nouvelle Calais, la DeVille et les modèles Fleetwood Eldorado, 60 Special et 75. Pour 1966, une nouvelle version Fleetwood Brougham est au catalogue. La surface de freinage est augmentée, les ceintures de sécurité et les pare-soleils rembourrés sont maintenant de série. En option, on peut commander les sièges chauffants à dossier inclinant et les appuis-têtes.
La production est en hausse de 9,3 pour s'établir à 196 675 unités et une UTT de la grève en début d'année, GM estime qu'elle aurait produit 24 000 Cadillac de plus. Les prix varient de 4 966 à 10 521 $ pour la limousine Fleetwood. Au printemps 1963, Henry Ford apprend par un ami européen que Ferrari sera en grande difficulté financière. La suite a marqué l'histoire. De dire que le milliardaire américain était très intéressé serait un euphémisme. Dans le but d'une acquisition, Ford dépense plusieurs millions de dollars dans un audit comptable et financier complet de la compagnie italienne, mais au tout dernier moment, Enzo Ferrari décide de se retirer des négociations. Ferrari voulait conserver seul la direction du département compétition et il aurait refusé une clause qui l'aurait empêché de courir aux 500 000 d'Indianapolis. Dire que Ford était vexé serait trop faible. Hors de lui, Henry Ford II décide de créer une voiture pouvant concurrencer la marque au cheval cabré et la battre sur son propre terrain, Le Mans. Il contacte 3 constructeurs britanniques, Lotus, Lola et Cooper. Finalement, c'est le designer anglais Eric Broadley, propriétaire de Lola Cars, qui sera retenu pour concevoir la GT40. La toute première GT40 est terminée le 1er avril 1964 et 2 exemplaires sont prêts à temps pour les essais préliminaires du Mans les 16 et 17 avril de la même année. Les premiers essais sont désastreux. En cause, des défauts de conception aérodynamique importants. L'avant a tendance à se soulever à grande vitesse et l'arrière manque d'appui et donc d'adhérence. L'équipe de nul autre que Carroll Shelby fera les modifications nécessaires sur le bolide et après avoir réussi à faire de bons temps autour, on travaille d'arrache-pied pour la rendre fiable, car une course de 24 heures, c'est long. Ne reculant devant rien, Ford engage même Boeing pour régler le problème d'efficacité des essuie-glaces à haute vitesse. En mai 1964, la GT40 participe à sa première course, les 1000 km du Nürburgring. 3 semaines plus tard, 3 GT40 MK1 équipés de V8 de 4,2 litres sont engagés au Mans. La voiture de Guinter et Grigori prend la tête de la course au 2e tour et reste jusqu'à son premier arrêt au stand. Mais les 3 voitures se retirent successivement sur des problèmes mécaniques, laissant encore une fois la victoire au Ferrari. La première victoire de la GT40 arrive en janvier 65 aux 2000 km de Daytona. Il s'agit d'une MK2 préparée par Carroll Shelby. La même année, 6 GT40 sont engagés au Mans. 2 MK2 de 7 litres préparés par Shelby American et 4 MK1 confiés à 4 équipes différentes. Malheureusement, toutes les GT40 auront abandonné sur casse mécanique dès la 7e heure de la course, laissant encore une fois la victoire à Ferrari. 8 MK2 sont engagés au Mans pour l'édition 66. L'expérience acquise lors des précédentes participations de 64 et 65 permet à 3 d'entre elles de finir aux 3 premières places, toutes les autres ayant abandonné. La MK2 remporte également les 12 heures de Sebring et Daytona Beach la même année. En 1967, la GT40 MK4 d'A.J. Foyt et Dan Gurney est en tête pendant toute l'épreuve et gagne avec 4 tours d'avance sur la Ferrari qui arrive 2e. 5 Ford GT40 MK1 sont engagés pour l'édition 68, qui se soldera par une autre victoire. Autant les GT40 de Ford que les 330 P4 de Ferrari vont passer à l'histoire et ce sera bien mérité. La semaine prochaine, les tricheries en NASCAR. En 1966, Cadillac offrait l'option de la limousine à version longue avec les banquettes, double banquette à l'arrière. Et également, on avait des éléments de très grand luxe ici, comme un peu la tablette pour pouvoir prendre un petit drink en voiture, le repose-pied. Donc, c'était vraiment des éléments de voiture de grand luxe pour l'époque. Monsieur Amio, est-ce que vous faites des expositions avec votre voiture? On fait des expositions. On essaye d'aller le plus d'expositions possible pour le montrer aux gens, dans le fond. Puis les balades de fin de semaine. Les balades de fin de semaine, belle température, pourquoi pas aller faire une promenade. À l'île d'Orléans, peut-être? À l'île d'Orléans, souvent à l'île d'Orléans. Une petite boulange un petit peu plus loin, là, qu'on va visiter assez souvent. Puis, des fois, juste pour rien. On starte le véhicule, puis on fait une petite promenade, on fait l'épicerie, faire un rond. Petite sortie nostalgique. nostalgique. Exactement.
Vous avez également gagné un prix avec la voiture Oui, dernièrement. c'est un peu ça qui me fait garder la voiture plus à la maison par rapport à ça, parce que quand on a faire des expositions, comme au Gala des élégances, des expositions, souvent les gens vont passer en avant du véhicule, puis ils vont voir le devant, puis ça s'arrête là, ça accroche pas beaucoup. Au Salon d'Autosport, cette année, j'ai eu la chance d'être invité par le Club des Belles Autos d'hier pour aller exposer ma voiture là-bas. Il devait avoir de l'intérêt, là. Là, il y avait de l'intérêt Ouais. parce que là, les gens passaient à côté de la voiture et ils voyaient la longueur de la voiture. Puis Elle là, est ils disaient, imposante oh, à l'intérieur quand on la là, regarde. c'est long. Puis là, les gens s'informaient à la grandeur, la longueur. Je regarde, ça a 224 pouces de long. Voyons donc, c'est donc bien gros, c'est donc bien pesant. Puis là, on jase. Assez que les 3 jours, j'ai passé là, le dimanche soir, mais je parlais plus, là. J'étais tellement comblé de ça. Puis c'est là que ça m'a porté un intérêt à le véhicule. OK, regarde, on va y faire attention un petit peu plus, là. Puis on va le garder comme il est. On va regarder. Puis, petit fait cocasse, là, sur le véhicule, ce qui n'a jamais été restauré, j'ai été mis dans la catégorie véhicule restauré. Alors qu'il est d'origine. Alors qu'il est d'origine, possiblement. Moi, quand que le juge est venu marquer restauré sur ma carte de classe, je lui ai dit non, il est d'origine. Il dit non, d'après moi, parce qu'il n'y avait pas assez d'original. Fait qu'ils m'ont mis dans la catégorie restauré, Oui. et j'ai gagné la 3e place. Bravo. Non restauré. Non là. restauré. Oui, véhicule tel quel, encore Tel une fois. exactement. Et M. Amiot, merci beaucoup de nous avoir partagé Bien, votre ça m'a histoire. fait plaisir. Super intéressant. Merci beaucoup. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule antique, vous savez les sommes d'argent qu'on investit dans ces véhicules-là, le nombre d'heures absolument astronomique. Et souvent, c'est d'une passion et c'est des véhicules auxquels on tient énormément. Donc, c'est important de les assurer correctement, ces véhicules-là. On a une experte aujourd'hui dans le domaine. Lucie, bonjour. Bonjour, Éric. Explique-moi un petit peu l'historique de cette compagnie-là, la compagnie Civil Wheel, très connue dans le milieu de voitures antiques, mais c'est une compagnie qui a beaucoup de véhicules. Effectivement, presque 40 ans. Elle a été partie en 1978 par M. Tony Lant suite à une demande d'un de ses clients qui avait une grosse collection de voitures antiques et qui trouvait qu'il payait trop cher pour son assurance. Parce qu'à ce moment-là, c'était vraiment une assurance typique pour une voiture régulière. Exactement. Donc, ils payaient le total pour chacune de ces voitures alors qu'ils les utilisaient presque pas. Effectivement, c'est des bijoux, comme tu disais. C'est des voitures pour des amoureux de la restauration. Donc, c'est des véhicules qui restent souvent toujours dans le garage, toujours protégés. Donc, Tony a fait un nouveau programme qu'il a baptisé Silver Wheels pour ces voitures-là. Donc, ce produit-là permet des économies et est adapté parfaitement aux collectionneurs. Et effectivement, il y a des protections spécialisées pour les collectionneurs. Bon, on couvre des voitures antiques, bien sûr. Oui. On couvre aussi des voitures classiques. Les antiques, pour démêler les gens, antiques, c'est 25 ans et plus. Exactement. Les voitures antiques, c'est vraiment 25 ans et plus. Après ça, il y a une catégorie entre les deux qu'on appelle les classiques modernes. Donc ça, c'est des véhicules d'intérêt spécial qui ont entre 15 et 24 ans. Si on donnait un exemple, par exemple, de voiture qui correspond aux classiques. Je pourrais vous dire un Acura NSX ou les Porsche des années 90. OK. Les deux Donc, il exemples. faut que la voiture ait entre 15 et 24 ans à ce moment-là, puis C'est qu'elle ça. ait une valeur potentielle de collection. Exactement. Il y a même des Ferrari dans ces catégories-là. Parfait. Si on parle là maintenant du modifié, c'est un peu plus complexe. Là, on parle d'œuvres d'art. Là. Oui, on a aussi une protection pour les véhicules modifiés. Ça, c'est des véhicules que les gens vont avoir faites vraiment, comme vous dites, une œuvre d'art. La peinture est très spéciale. Il va y avoir beaucoup de chrome. La carrosserie va avoir été modifiée, le moteur même souvent. Donc, c'est vraiment, chaque modèle est unique. Donc, à ce moment-là, par contre, il faut faire vraiment une évaluation plus spécifique. Des véhicules alors uniques. ça, il n'y a rien à faire. Il faut absolument les faire évaluer, oui. Ces 3 catégories-là, on les couvre complètement. Donc, on touche vraiment à tous ceux qui collectionnent des voitures ou sont maniaques de voitures, qui ne Oui. sortent pas couramment tous les jours. On a la protection idéale. Oui. Cette compagnie-là est une compagnie qui est accrochée à une autre grosse compagnie qui est Aviva, c'est bien ça? Oui, c'est Aviva qui est ce qu'on appelle l'assureur. C'est lui qui assure le véhicule, c'est lui qui s'occupe des réclamations. Donc, la connaissance de Aviva pour ce marché-là est très importante. La force de votre assurance, c'est qu'on peut aller choisir notre personne, l'entreprise qui va réparer notre voiture. Vous ne nous dictez pas où aller.
Non, effectivement. Le client a souvent un restaurateur avec qui il travaille, qui connaît déjà son véhicule, qui est spécialisé dans sa marque aussi. Donc, le client, s'il y a un accident, il veut vraiment aller voir quelqu'un qui connaît son bébé, dans le fond. Effectivement, il y a beaucoup de détails qui sont importants. Je regarde l'exemple d'une voiture, mettons un produit Mopar, un Charger 72, mais la banquette est faite de telle manière, avec tel tissu, une petite ligne au milieu que le 73 n'a pas. Donc, il faut travailler avec des gens compétents qui connaissent ça. Effectivement. J'ai même déjà vu des clients qui avaient un vrai bijou, une Mustang 66. Il y a eu un petit accrochage avec et s'est fait diriger vers un garagiste Mazda à Laval. OK. Donc, le client n'était pas très content. Non, mettons, c'est pas un spécialiste à la matière. Voilà. Donc, on a cette chance-là avec votre compagnie. Oui. Aussi, on parle d'assurance au niveau des pièces. On a des pièces dans notre entrepôt, dans notre garage, puis elles disparaissent, on est assuré. Effectivement, le programme vient avec une protection de 750 $ pour les pièces de rechange. Si les gens... Je suis certaine que la plupart des collectionneurs ils ont plusieurs pièces de rechange pour leur véhicule dans le garage. Effectivement, oui. Puis il y a les housses aussi qui coûtent cher. Oui. Ça a l'air simple, une housse, mais c'est souvent 500 $ et plus. C'est Exactement. couvert également. Oui. Bon, maintenant, si on parlait un peu du service personnalisé que vous avez. Vous avez un service qui est près du client, vous l'écoutez, vous communiquez avec lui. Vous êtes une équipe qui est près des clients. On est une équipe qui connaît le produit d'assurance Silver Wheels avec le support d'un assureur aussi qui connaît très bien son programme. On est présent dans plusieurs activités. Donc, venez nous voir dans les expositions, dans les shows. On va même faire quelques fois par année des événements spéciaux chez des restaurateurs qui dévoilent un véhicule très spécial. Donc, vous pourrez nous suivre, si vous voulez, sur notre page Facebook là, pour voir qu'est-ce qu'on fait pendant l'été. Vous êtes impliqué avec ces gens-là. Et Oui. vous êtes une passionnée de voitures antiques. Je trouve ça merveilleux aussi. Votre père en avait. Oui. Donc, vous êtes dans un domaine que vous connaissez. Aussi, votre site permet, en terminant, de faire une évaluation de notre véhicule, qui est quand même assez près de la réalité. Elle nous demande des critères spécifiques et nous donne une valeur du véhicule. Et on peut également demander une soumission en ligne qu'on va recevoir en quelques minutes. Effectivement. Une des particularités du programme Silver Wheels, c'est que pour un véhicule classique d'origine, on n'exige pas une évaluation. C'est certain que si le client a vraiment fait un travail spécial sur son véhicule, il peut être plus à l'aise d'avoir une évaluation, mais avec notre outil d'évaluation, on peut assez bien estimer la valeur du véhicule. Donc, on incite les gens à y aller, à évaluer leur voiture ou sinon par un évaluateur également. Oui. Faire une soumission en ligne, c'est important de l'assurance. Votre véhicule, c'est vraiment un investissement pour vous. Donc, il faut prendre le temps de choisir la bonne compagnie. Merci beaucoup pour les conseils, Lucie. C'est très intéressant. Merci, Eric. Merci. Ce volet vous a été présenté par Leclerc Assurance et le programme Silverwell. Votre voiture mérite ce qu'il y a de mieux. C'était Éric Fortier, bien au nom de toute l'équipe. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Passion Auto Rétro. Ces belles autos d'hier vous ont été présentées par le groupe Network. Trouvez vos pièces de restauration pour votre muscle car.